Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, le regard de l'actualité sur la culture. C'est une histoire vieille comme le monde. Le monde, et pourtant, elle questionne toujours cette pratique journalistique. C'est ce que l'on appelle, vous le savez, les fake news. L'info en danger, c'est notre sujet du soir avec les journalistes Caroline Ettori et Laurent Vitali, suivi du décryptage, le traitement de l'info en question. Nous y répondrons par la philo, le ciné et le documentaire avec Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. À mes côtés, la journaliste Caroline Ettori, journaliste pour Parole de Corse, et Laurent Vitali, journaliste maison, France 3 Corse, Via Stella. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Faux site d'information, manipulation politique portée par les réseaux sociaux, transformation de la réalité, faits alternatifs. Tout cela produit un sacré cocktail de désinformation. Alors, le journalisme, l'information finalement, Caroline, est-ce toujours un combat ? Oui, l'information a toujours été un combat, Philippe, en tant que contre-pouvoir, en tant qu'incarnation de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Et l'information a toujours dû lutter contre des fake news, puisqu'il y en a toujours eu depuis que le monde est monde et que l'homme parle. Voilà. Donc aujourd'hui, la différence, c'est que le combat il se situe sur un autre terrain, c'est celui d'Internet, où les fake news sont plus organisées, plus virales et plus visibles, en fait, que les informations. Donc l'enjeu pour les médias, c'est de rivaliser avec une espèce de nébuleuse et de s'imposer face à cette nébuleuse qu'on ne connaît pas trop, sur un outil, avec un outil relativement maîtrisé. On va évoquer durant toute cette émission l'instantanéité d'information et les réseaux sociaux, évidemment. Laurent, un combat, l'information, un combat au quotidien ? Un combat, oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'en est rendu compte, il y a une nouvelle consommation de l'information. L'information, ça n'est plus le papier qu'on aime toujours bien toucher quand on aime l'information. C'est en tout cas mon cas, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les offres d'information se sont démultipliées. Et on demande maintenant aux internautes et aux citoyens lambda de faire le tri dans tout ça. C'est particulièrement difficile. Et aujourd'hui, on a une consommation rapide. Finalement, on oublie un peu de chercher le fond et on se laisse juste accrocher, attraper, alpaguer par des phrases choc ou des punchlines, comme on dit aujourd'hui. Par la forme prime sur le fond. Je vous propose une définition justement de fake news, une définition donnée par les décodeurs du journal Le Monde. Le terme anglais ne désigne pas un article faux au sens d'inexact, mais plutôt un faux article, une publication qui se fait passer pour un article de presse sans en être un. Seconde définition, la langue anglaise distingue en effet ce qui est false, faux au sens d'erroné, de ce qui est fake, faux au sens d'une imitation. Oui. Elle vous fait sourire cette définition. Un petit peu, c'est compliqué à suivre quand même. Non, mais non, c'est assez simple. Il ne faut pas confondre la fausse information et une information fausse. Et fake, je crois que la subtilité, c'est pour vraiment le traduire comme il faut, ça serait plutôt dans le sens de la falsification. Voilà. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faudrait le traduire. Non, et puis c'est surtout qu'il y a un environnement autour de l'information qui n'en est pas une. C'est-à-dire que les sites, qu'ils soient fake ou parodiques, machin, imitent très bien les codes des sites mainstream, on va dire, des médias. On modifie à peine le logo, on reprend le code couleur, on imite le style journalistique. Et d'ailleurs, il y a des personnalités qui sont régulièrement à voir en retweetant, partageant. Je pense au tweet du Gorafi. Ils sont par négligence, ils sont très souvent repris par les journalistes et les hommes politiques eux-mêmes. C'est ça qui est intéressant. C'est ça, voilà. Donc, voilà. Alors, ce que l'on va essayer de faire durant toute cette émission, évidemment, c'est de questionner la pratique journalistique. C'est ce qui nous intéresse ici pour parler des fake news. Est-ce que, selon vous, avec la multiplication des chaînes d'information en continu, l'instantanéité de l'information, je l'ai dit au début de notre conversation, est-ce que les réseaux sociaux, évidemment, est-ce que cela modifie également la pratique journalistique ? C'est une question que l'on pose souvent pendant le 20h. La pratique, oui, de fait, vous n'avez qu'à voir les chaînes d'information. Les chaînes d'information, une fois qu'elles ont donné les informations majeures de la journée. Après, il faut tenir 24 heures avec ça. Donc on accroche comment le lambda ? En faisant des formats beaucoup plus courts, c'est-à-dire que je crois qu'ils ont estimé le temps d'attention du téléspectateur, je crois qu'il doit être de 5-6 minutes, pas plus. Donc en 5-6 minutes, il faut qu'il avale l'actu nationale, l'actu internationale, 2 ou 3 faits divers, et puis après une petite actu culturelle pour donner un petit peu de piment dans sa vie de tous les jours, j'en sais rien. Donc du coup aujourd'hui, on donne des titres,
et on commente des titres. Voilà. Donc les commentaires se font eux-mêmes en titres. Donc finalement, on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire encore une fois le fond. Le commentaire prime sur le décryptage, sur l'information, Caroline. Oui, mais le commentaire, il n'est pas nécessairement faux ou erroné. Bien sûr. Le commentaire, il peut être éclairé ou analysé. Et d'ailleurs, la réaction des médias traditionnels s'organise par toute la vague de fact-checking. On l'a vu peu avant les élections, la vague d'élections de 2017. Il y a un collectif qui s'appelle Crosscheck, Oui. en fait, qui s'est organisé avec une vingtaine de rédactions. Je crois que France Télé y participe. Il y a même 37 aujourd'hui Voilà, qui suivent aujourd'hui, Google. C'est ça. Et donc, pour justement alerter, identifier et démonter, déconstruire toutes ces fake news ou les faits erronés qui auraient pu être prononcés par les différents candidats. Le Mais là, fact-checking, on c'est la prend la vérification des faits. Hein. Oui. On va traduire le terme, parce qu'on est dans la traduction C'est ça. constante. Et alors là, on Laurent. doit dans un langage qui est assez fabuleux. Parce que les journalistes eux-mêmes sont maintenant chargés de décrypter les fausses nouvelles. Donc, on prend une fake news qui devient une information, puisqu'on en parle. Du coup, on la traite pour dire que c'est une mauvaise information. Du coup, ça fait 2 informations pour le prix d'une. Et je ne sais pas si ça va faire avancer, le travail du journaliste, quoi. Parce qu'on passe, encore une fois, à côté d'autres vraies informations qui intéressent forcément peut-être un peu plus le citoyen lambda. Alors, sur ces informations qui intéressent le quotidien, le citoyen lambda, comme vous dites, Laurent, il y a ce que l'on appelle le journalisme de solution. Cela vous fait sourire, Caroline. Le journalisme de solution, c'est mettre en lumière une solution pratiquée soit au niveau local, soit par des individus. C'est ce que vous faites. Vous allez me dire, c'est ce que vous faites au quotidien. Voilà. D'autant plus dans la presse régionale. C'est ça en fait, hein, c'est exactement Voilà. ça. C'est la mise en lumière du travail des journalistes, ce que l'on appelle les journalistes locales, Oui, du c'est ça. quotidien. C'est c'est parler en prose sans le savoir, en fait, finalement. Nos éditions, nos magazines, nos journaux sont remplis d'initiatives qui répondent à une problématique qu'on trouve dans la société, dans un territoire donné, sans pour autant tomber dans la béatitude absolue ni dans le pathos. Donc oui, c'est ce qu'on fait tous les jours, en tout cas en région. Alors, lorsque l'on parle de fake news, souvent, c'est le traitement du journalisme lié à la dimension politique. Caroline, dans Parole de Corse, il y a une large place qui est accordée au traitement de l'information politique. Est-ce que vous y pensez, ça? Alors, évidemment, il y a de la manipulation, il y a de la communication, mais la frontière n'est-elle pas là, finalement, entre la communication, d'une part, et l'information? Oui, mais encore une fois, la communication, est-ce que c'est une fake news? C'est pour ça que je souriais sur la définition. Vous avez raison de le faire. Donc, de sourire et de... Mais la communication, c'est pas forcément du fake news. La fake news, quand elle est érigée au rang de mensonge d'État, parce que vous parlez de communication, de propagande, de désinformation. Les armes de destruction massive en Irak, le charnier de Timisoara, est-ce que c'est un mensonge d'État? Est-ce que c'est arrangé au rang des fake news? Parce que fake news, c'est un peu rigolo, c'est un peu inoffensif, ça touche presque au canular. Donc voilà. Oui, bien sûr que la frontière, elle est mince, mais c'est l'esprit critique, c'est la vérification des faits, des sources. Enfin, c'est tout les principes du journalisme qui doivent primer. Mais vous entendez, lorsque, y compris au début de notre émission, je dis que c'est une histoire d'information vieille comme le monde. Hein. Évidemment. Évidemment, ça a toujours existé. Sauf que, fake news, le terme s'est popularisé à cause ou grâce à Donald Trump, parce que, en français, on peut très bien dire fausse nouvelle, hein, ils font comme ça au Québec. Mais ça a toujours existé. On peut remonter même à l'Antiquité. Moi, une des fake news où je suis remonté assez loin dans le temps, date du 19e siècle, 1835. 1835, c'est le journal The Sun à New York qui publie un article. Alors je pense qu'à l'époque, le journal ne devait pas trop bien marcher. Il publie un article à grand renfort de témoignages et d'interviews de personnalités scientifiques de l'époque, on a découvert des formes de vie bizarres sur la Lune. Ça a dopé les ventes. Alors là, c'est peut-être parce que vous avez parlé des fake news liées à la politique. C'est vrai, il y a l'idéologie politique qui vient s'en mêler pour essayer de détruire son adversaire, mais il y a aussi, et aujourd'hui plus encore, un intérêt économique. Alors avant, c'était pour vendre plus de papier, à la radio, c'était pour faire plus d'auditeurs, et aujourd'hui sur le net, les fake news, ça devient des appos à clic. Et qui dit appos à clic dit partenaire économique et donc rentrée d'argent pour l'auteur de la fake news. Vous évoquez la radio. Nous sommes en 1938, un des plus célèbres exemples de fake news, mais un fake news plutôt canular radiophonique. Orson Welles, La guerre des mondes, je l'ai dit, c'est diffusé le 30 octobre 1938. Pour de nombreux auditeurs, cette émission annonçait réellement le débarquement sur Terre de Martiens. Je vous propose d'entendre, d'écouter attentivement le son d'époque.
We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Il est génial ce son. 1938. Alors, vous savez qu'il y a une deuxième fake news, parce que ça, c'est la fake news. Aujourd'hui, on l'englobe dans fake news, alors que c'était un canular radiophonique. Le vrai fake news, finalement, dans cette histoire, c'est ce qu'en ont retenu les commentateurs de l'époque. C'est le traitement de l'information ensuite. Ouais, c'est-à-dire qu'on a dit que ça avait créé la panique dans tout le pays, etc. On a même fait un film, etc. Sauf que oui, il y a eu quelques petits dérapages, on va dire, mais ça n'avait pas pris de l'ampleur qu'on a supposé. Il n'y a pas eu de suicide de masse. Voilà, exactement. C'est intéressant aussi de voir qu'un comédien s'empare. Alors, vous avez raison, Laurent, c'est tourné dans le canular. Mais là où c'est très intéressant en termes de fake news, c'est qu'il utilise la radio, qu'il met en scène une réalité alternative. On évoque souvent la réalité alternative lorsque l'on parle de fake news, évidemment, et avec une onde de choc assez importante. Même s'il n'y a pas eu de suicide de masse, comme ont pu le dire certains commentateurs, mais en tout cas, c'est intéressant sur la réaction que cela a engendré. Hein. Oui, pourquoi ? Parce qu'en 1938, la radio, c'est la voix de l'extérieur qui est dans les foyers. Il n'y a pas de télé. Après, il y aura la télé avec vue à la télé, donc forcément, c'est vrai. Mais là, à l'époque, c'est la radio. Donc, c'est la confiance aussi dans le média. Qui se perd aujourd'hui. Mais voilà. Mais ça s'est fait à la télévision aussi. Hein. Oui. Ça s'est fait, les Belges ont fait ça en disant que les Wallons, les Flamands allaient se séparer. Ils ont désamorcé derrière, mais ça a suscité une vague de réactions. En France aussi, ils l'ont testé, la fausse information, mais en prenant pour le coup des mesures de précaution, en disant attention, ce que vous allez voir n'est pas forcément vrai ou n'est pas vrai du tout. C'est une information créée de toutes pièces. Donc on a encore essayé de jouer avec ça pour voir justement quelle était la réaction aujourd'hui des téléspectateurs. Alors c'est intéressant également du point de vue du médium. Nous avons évoqué avec Laurent, avec l'exemple du Sun, la presse papier. Avec cet exemple-là, Orson Welles, 1938, la radio. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent ce rôle-là, ce rôle écho grandissant de ce qu'il se passe. Hein. Oui, avec la légitimité en moins, en fait, puisque chacun peut tweeter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tweeter ou partager ou poster. Voilà. Chacun devient son propre producteur d'informations. C'est ce qui a véritablement changé. Hein. Oui, sauf qu'on ne produit pas une information quand on publie sur un réseau social. L'information, elle est forcément vérifiée. Donc déjà, là, il y a un gap... Enfin, un hiatus. Un hiatus, voilà, alors, en bon français. C'est l'outil de son temps, en fait, hein, tout simplement. Hein. Avant, c'était la rumeur, c'était le bouche à oreille. Ouais. Ça fonctionnait aussi très bien. Hein. Oui. Ça fonctionnait aussi très bien. 40 secondes pour résumer votre pensée et donner les arguments, vos arguments, répondre à cette question. Fake news, intox, l'info est-elle en danger ? Caroline. Alors, les théories du complot, les fake news, on l'a vu, ça existe de tout temps. Le principe, c'est d'aller contre la thèse officielle. Et en fait, il n'est pas interdit de faire appel à l'esprit critique du lecteur ou du téléspectateur ou de l'internaute, et on l'encourage à multiplier les sources. Pour moi, l'info n'est pas en danger, puisqu'elle lutte, ça depuis que le monde des mondes, on l'a dit. Le vrai danger, il va être dans le débat d'idées. C'est-à-dire que comme il existe un point Godwin dans les conversations où on parle d'Hitler et des nazis au bout d'un certain temps et puis le débat est fini, là, ça va être au premier qui va dégainer l'argument fallacieux du fake news, qui va décrédibiliser son adversaire, et c'est ça le vrai danger, pour moi. Laurent ? Alors, moi, petite touche de pessimisme quand même, parce que l'histoire a montré que le journalisme ne suffisait pas. Vous évoquiez le nazisme et Hitler, justement. L'ascension d'Hitler, elle s'est fait comment ? Elle s'est fait grâce à la désinformation, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça avant, et la propagande. Donc, il a su toucher des gens qui n'étaient pas capables de vérifier, de se renseigner et d'être suffisamment critiques. La presse non plus n'a pas fait ce travail à cette époque-là. J'espère qu'on en a retenu les leçons de cette histoire. Aujourd'hui, à cause d'Internet ou grâce à Internet, c'est vrai qu'on peut absorber une foule d'informations, mais je crois qu'il faut surtout apprendre aux gens, et là pour le coup ça pourrait être aussi le boulot des journalistes d'aujourd'hui, de les apprendre à apporter un regard critique, de vouloir vérifier. Pas de se substituer aux journalistes, mais de leur apprendre à garder
petite dose de méfiance. Je pense que comme ça permettra aux journalistes, surtout en cette période où il y a une défiance envers les politiques et les journalistes, aux gens de peut-être de redorer le blason de ce métier et de revenir à ses fondements, c'est-à-dire la déontologie et évidemment la vérification d'infos. Wax, fake news, rumeurs, accusations se multiplient sur le web via les réseaux sociaux. Cela pose la question du traitement de l'information. Nous l'avons un petit peu évoqué dans notre débat. Quand la philo, le cinéma, le documentaire nous apportent un éclairage, c'est le décryptage du soir. Nous en rejoint Marie-Ange Philippe et Xavier Affre, nos deux esprits critiques. Bonsoir. 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 Marie-Ange, vous avez convoqué Nietzsche. Oui, j'ai eu cette Nietzsche. prétention. Oui, pour évoquer les fake news, Nietzsche et ses fragments posthumes. Oui, alors mais ça m'a fait penser à une phrase de Nietzsche. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Alors voilà, qui semble aller dans le sens de l'histoire de la désinformation et nous plonger dans une espèce de potentiel relativisme, on va dire ça comme ça. Pour Nietzsche, on n'interprète pas un fait, il est déjà une interprétation. Et pour cause, on a qu'à comparer 2-3 journaux télévisés, on voit que même le fait potentiellement neutre ne l'est pas en fin de compte. Mais ce qui est intéressant au regard de fake news, enfin du terme fake news, c'est que dans les fake news ou alternative facts, il n'y a pas d'interprétation, il y a d'autres faits, c'est-à-dire implicitement connus que des puissants, on va dire de Trump, pour aller vite. Et Dorian Astor, qui est un spécialiste de Nietzsche et qui intervenait sur France Culture il n'y a pas longtemps, disait qu'en fait, ce concept d'alternative facts ou de fake news, en fait, c'est le symbole d'un passage de pouvoir où toute, finalement, information devient inutile puisque le complot se renverse vers les journalistes et les puissants sont censés connaître, eux, la vérité. Et il dit « Le concept de fait alternatif ne relève pas d'un quelconque relativisme mais d'un dogmatisme grossier. » Un dogmatisme grossier. Écoutez, moi, j'ai toujours été fasciné par Nietzsche. Alors, du coup, ça me donne envie de me replonger dans la philo du grand Nietzsche, qui est le plus grand de tous les grands, à mon avis. Mais bon, on ne saurait le résumer qu'à ça, parce que c'est une œuvre qui est protéiforme. Mais oui, je suis absolument d'accord, et la phrase est vraiment intéressante. On va la répéter, il n'y a pas de fait, seulement des interprétations, ce qui pose aussi le regard, le problème, la problématique de l'objectivité également. L'objectivité journalistique existe-t-elle, Caroline? Je ne crois pas. En tout cas, Nietzsche dirait que ça doit être un horizon. Mais Et tant mieux. dans les faits, ça n'existe pas. Ouais, non. Et tant mieux, en fait. Peut-être l'impartialité, plus que l'objectivité. C'est déjà énorme, hein. Mais voilà. Au-delà de ça, oui. Alors, je ne vais pas donner de conseils, évidemment, mais je pense que nous tous, qui exerçons ces métiers dits publics, on devrait tous assumer notre subjectivité. Comme ça, le message serait beaucoup plus clair auprès des téléspectateurs, des auditeurs ou des lecteurs, tout simplement. Parce que souvent, on parle d'impartialité et je crois que les gens confondent justement ça, cette fameuse objectivité et cette impartialité. Je pense qu'on devrait l'assumer, cette subjectivité. On ne regarde pas tous, effectivement, un même événement avec le même regard. Ce n'est pas possible. Alors, il assume totalement sa subjectivité, mais totalement, surtout lorsqu'il choisit des films qui traitent de la thématique du soir. Nous allons parler des hommes d'influence de Barry Levinson avec deux immenses comédiens, Robert De Niro et Dustin Hoffman. C'était un peu pour vous faire plaisir aussi. Je sais que vous aimez beaucoup Robert De Niro. Puis bon, comme Régine Bou est mort il n'y a pas longtemps, c'est une façon de manière déviée de rendre hommage. Alors, le film est sorti en 98. Et alors, ce film est adapté d'un livre qui date lui de 93. Ça s'appelait American Hero, et on va voir quelques images. Le livre était vraiment intéressant parce qu'il reprenait la théorie qui nous disait finalement que, rappelez-vous la tempête du désert, l'opération de tempête du désert dans le Golfe, Pendant la Première Guerre d'Irak. Voilà, pendant la Première Guerre d'Irak, n'était là que pour la réélection ou pour permettre à la réélection de Bush. Le livre insiste là-dessus. Alors évidemment, les auteurs du film sont écartés un peu de ça, mais reprennent cette idée-là avec l'histoire d'un président qui va se représenter. Malheureusement pour lui, scandale sexuel. Pas de chance. On va saluer un certain Bill C. Parce que on peut pas accuser, mais le livre ont été faits avant. Hein, mais bon, comme quoi la réalité parfois rattrape bien la fiction. Et le film est intéressant pour plusieurs raisons.
D'abord parce que c'est la désinformation absolue, puisque dans le film, le président va embaucher des hommes de l'ombre et un producteur hollywoodien pour essayer de détourner l'attention des téléspectateurs et de futurs électeurs avec une guerre inventée en Albanie. Alors d'ailleurs, dans le film, on lui pose la question à Robert De Niro, pourquoi l'Albanie? Personne ne connaît, personne n'ira vérifier, justement, encore une fois. Donc ça marche. Plus c'est gros, plus parce que ça marche. Et cette comédie satirique est vraiment intéressante aussi parce que, en gros, l'idée, on pourrait dire, pour redorer l'image du pouvoir, eh bien, il faut, on va dire, montrer le pouvoir des images. Voilà. Donc c'est un peu le credo du film, qui ne brille pas par sa mise en scène. Hein. C'est pas un gros film de mise en scène, mais il s'appuie sur les deux comédiens, Dustin Hoffman, qui joue le producteur hollywoodien, qui vient avec sa palette d'effets spéciaux, qui met tout le studio au service du pouvoir. Ça nous rappelle les heures de la propagande, par exemple américaine à la Seconde Guerre mondiale. Avec des réalisateurs comme Capra, notamment. Bien sûr, et tous les grands réalisateurs, même John Huston, John Ford, qui ont fait chacun leur tour des films de propagande. Et De Niro, lui, c'est l'homme de l'ombre, celui qui crée un petit peu cette guerre. Alors on voit bien sur les images, on invente des morts, on invente une petite fille qui devient une albanaise, enfin bon, et du coup ça fonctionne évidemment, ça marche très bien et ça détourne l'attention. Je pense qu'on est en plein dans ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire la désinformation absolue. Là, il y a même le contrôle du pouvoir, c'est-à-dire le fait que ça vient d'en haut et que c'est fait exprès. Voilà, le film est sympathique pour ça, c'est cynique, on rit, mais on rit jeune quand même, parce qu'on se dit que ça a 20 ans. On se dit que probablement la réalité a dépassé sans doute là, ce qu'on est en train de voir sur les images. Voilà, et donc c'est à la fois critique des médias et puis de la politique. C'est deux critiques également, deux critiques très importantes sur les spin doctors, joués par Robert De Niro, ces conseillers de l'ombre, beaucoup plus importants, puissants même que le président, en l'occurrence c'est le président des États-Unis qui est, faut bien le dire dans le film, complètement perdu, le président des États-Unis, et Hollywood par le prisme de l'image. Vous l'avez dit, Xavier, mais c'est aussi une critique de la spectacularisation de l'information. Hein. Bah, oui, puis moi je trouve que ce qui est assez fascinant quand on le revoit en plus 20 ans après, c'est qu'on se dit, ce qu'on voit, ça remet en doute un peu ce qu'on voit aujourd'hui à la télé quand on nous présente des conflits très lointains. Alors bon, aujourd'hui c'est vrai qu'on vérifie peut-être un peu mieux parce qu'il y a la multitude d'informations, qu'il y a des sources un peu différentes, mais après on remet plein de choses en question et ça met le doute permanent. Marie, alors je vous l'avais vu. Non. Je vous ai ruiné votre transition, je suis désolée, mais je ne l'ai pas vu. Les nouveaux chiens de garde, c'est ça ma transition. Les nouveaux chiens de garde de Gilles Ballas et Yannick Kergoat. Marie-Ange ne l'a pas vu également. Mais il est très bien. Même j'avais envie, il y a les mots chien de garde dedans, ça me rappelle beaucoup de choses. C'est une expression que je déteste absolument, mais là pour le coup c'était intéressant. Alors le film montre, alors c'est plus classique, la collusion entre médias et le pouvoir politique. Alors partant du principe que finalement, le média c'est le contre-pouvoir, c'est l'indépendance, et le film montre que pas du tout, que c'est largement inféodé, avec cette idée qu'on entend aujourd'hui beaucoup dans la bouche d'un certain Jean-Luc M, toi je fais que des... qui nous dit que effectivement les médias appartiennent tous à des grands groupes, donc ils ne peuvent pas parler librement. Ce qui n'est pas totalement faux. Et bien entendu. C'est pour ça que nous sommes sur le service public. Mais voilà, et le film justement a les défauts de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à la fois on n'apprend pas grand-chose quand même, faut le dire, parce qu'on le sait bien, mais en même temps ça manque de nuances. C'est le reproche qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que c'est pas nuancé, c'est très généraliste. C'est intéressant, évidemment, tous les gens qui témoignent dans le film des interviews montrent bien qu'il y a un problème avec la presse et parfois les rapports avec le politique. Mais bon, finalement, apprend rien de plus et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je voulais montrer que ce documentaire est un peu sans nuance. Un documentaire sans nuance proposé par Xavier Affre. Vous en avez l'habitude maintenant, vous qui suivez pendant le 20h. Caroline, juste quelques mots. On a parlé de politique, Laurent également. On a parlé de politique, on a parlé de journalisme. Les politiques et les journalistes, selon de nombreux sondages, de nombreuses enquêtes d'opinion, sont les deux professions. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut parler de profession pour les politiques, mais c'est le cas dans les enquêtes, dans les études d'opinion, qui sont les plus détestées. Oui, c'est facile en même temps. C'est quoi, c'est une histoire de vase communicante ? Pas forcément, parce que ça dépend. Ce qui est détesté, du moins ce qui est monté du doigt, c'est le système politico-médiatique. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, ce fameux système, un jour, il faudrait vraiment qu'on le définisse, parce que moi, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais donc, c'est pas tous les journalistes, c'est pas tous les politiques, c'est de la même manière le microcosme parisien. Ouais. Alors bon, alors c'est facile. C'est des professions, des missions, des fonctions qu'on adore détester. Bon,
Voilà. Ouais. Le lien est un peu rompu. Il y a une rupture quand même avec une défiance, une distance avec le citoyen. Qui s'est généralisée, oui, mais en même temps, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que les politiques dénoncent les journalistes dénoncent les politiques. On prend l'exemple, si on prend par exemple l'exemple de l'affaire Fillon, par exemple, c'est dénoncé par un journal. Le Canard enchaîné, pour ne pas le citer. Donc les gens disent, ah, c'est bien, ils dénoncent. Mais une fois qu'ils ont dénoncé, que tous les journaux s'en emparent, on dit, ah ben non, là c'est du Fillon bashing. Il faudrait arrêter. Il y a une espèce de schizophrénie. Et les partis politiques qui disent, ah ben non, les journalistes, quand ça les arrange, ils sont très bien. Quand ça les arrange pas, la meilleure réponse des journalistes, elle est très claire, elle est très simple. Combien de partis politiques ont empêché les journalistes d'aller à leur meeting? Voilà. Ça veut dire que si les journalistes n'ont pas accès au meeting, c'est que quelque part, ils dérangent. Je crois que c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Ça veut dire que c'est plutôt sain de ce côté-là, voilà. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir débattu, d'avoir échangé, d'avoir apporté vos regards, Marie-Ange et Xavier, vos regards d'esprit critique sur cette problématique du soir, les fake news, problématique vieille comme le monde, nous l'avons dit. Merci Caro, merci Laurent, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Ça se passe forcément pendant le 20h. Non.